Bonjour à tous et à tous, bienvenue à notre programme spécial de table ronde Réforme écologique plus approfondie pour un monde plus vert. Je suis Coco. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue Karim Patolo, journaliste burkinabé, Ouze Sien, commentateur de CGTN français, et Moudir Sajjad Béchari, sinologue et écrivain français, pour discuter des questions relatives à la civilisation écologique. Bienvenue à vous trois. Bonjour tout le monde. Plus une civilisation accorde de l'importance à l'écologie, plus elle prospère. La protection de l'environnement est un pilier du développement pérenne de la nation chinoise. La modernisation à la chinoise se caractérise par la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Ces derniers jours, le 20e comité central du Parti communiste chinois a tenu à Beijing sa 3e session plénière, fixant une direction claire pour l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation à la chinoise. Selon le communiqué de la session plénière, cette session plénière a défini des lignes directrices et des politiques en matière de civilisation écologique. Tout d'abord, nous invitons M. Wu à présenter et à interpréter ces lignes directrices et politiques. Monsieur Wu, quel signal la session plénière a-t-elle envoyé à cet égard? Bon, alors je pense que le plénium a envoyé un signal très très fort. C'est la reconfirmation de la volonté de l'équipe dirigeante de notre pays à développer notre pays tout en protégeant l'environnement. Donc le plénium, comme vous venez de dire, a réitéré que la modernisation à la chinoise se caractérise par une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les autorités centrales avancent cette idée. C'était déjà écrit dans le rapport du 20e congrès du PCC, parti au pouvoir. Maintenant, une reconfirmation pour donner un signal très très fort en disant nous, c'est vrai que la Chine se développe rapidement, mais sans au détriment de la nature. D'ailleurs, la Chine attache toujours beaucoup d'importance à cet aspect des choses. La Chine s'est engagée à atteindre le pic de l'émission CO2 avant 2030 et la Chine s'est engagée aussi à arriver à la réalisation de la neutralité carbonique avant 2060. Pour atteindre ces deux objectifs, il faut évidemment faire beaucoup d'efforts. M. Xi Jinping, pour lui, il a dit une fameuse phrase, les montagnes vertes et les eaux limpides valent mieux que les montagnes d'or et les montagnes d'argent. Bon, c'est une traduction mot à mot, mais c'est l'idée exacte de notre président. Il y a d'autres traductions, mais l'idée essentielle, c'est la même, c'est-à-dire le développement, c'est bien, gagner de l'argent, c'est bien, mais sans au détriment de la nature. Ça, c'est une idée qui est enracinée déjà en Chine, depuis l'équipe dirigeante jusqu'à la masse populaire. Oui, merci beaucoup, Monsieur Wu. Ces dernières années, la réforme institutionnelle de la civilisation écologique s'est approfondie en Chine et la protection écologique et environnementale a été renforcée à tous les niveaux, dans toutes les régions et à toutes les étapes. Le système institutionnel de la civilisation écologique est devenu plus complet et des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement vert, circulaire et à faible émission de carbone. Nous pouvons également ressentir les changements positifs apportés par la réforme verte dans notre vie quotidienne. Alors, Moudir, vous vivez en Chine depuis de nombreuses années. Alors, de quelles réalisations avez-vous personnellement été témoin dans l'édification d'une civilisation écologique en Chine? Très bien. Bon, bonjour tout le monde encore une fois. Si on parle de la Chine, il est important de comprendre les différentes régions de la Chine. Si on parle du vert, il faut comprendre les différentes régions climatiques de ce pays. C'est pour cela que, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Harbin ou alors Hangzhou, donc ces deux régions à caractère
géologiques et climatiques différents, ont emprunté en fait une approche verte beaucoup plus adaptable en fonction du lieu. Donc, si on parle de Harbin, il y a vraiment ce Great Green Wall projet qui va dans l'optique de combattre la désertification des régions du Nord, parce qu'il y a une désertification en fait du froid, et donc en fait essayer de réduire tous les impacts et les dangers par rapport à aux tempêtes de sable ou autres. Alors que Hangzhou, on est plus dans une réadaptation beaucoup plus moderne parce que c'est une ville développée avec avec des millions d'habitants. Et là, en fait, il y a ce côté hybride de comment intégrer d'une manière pensée, réfléchie et à la fois technologique un avancement vert. Parce que vert, ça ne veut pas dire tout est vert. Vert, c'est une pensée, c'est une conscience. Et c'est un choix délibéré, d'accord, de changer tout doucement notre mode de vie par rapport à notre relation à l'environnement, tout en gardant dans l'optique le développement économique, le développement sanitaire, le développement intellectuel et humain, et éventuellement, à long terme, créer un nouveau message, une nouvelle méthode qui se veut du coup à la chinoise. Pour revenir au communiqué de la troisième session plénière du 20e comité central du PCC, donc ici, la Chine va faire progresser de manière synergique la réduction des émissions de carbone, la diminution de la pollution, l'extension des espaces verts et le maintien de la croissance. Maintenant, il faut comprendre ce que cela veut dire. Cela signifie que la Chine cherche d'une manière ou d'une autre à coordonner ces différents objectifs environnementaux de façon à ce que chacune de ces actions soutienne l'autre. C'est ce concept en fait de synergie, d'interdépendance, qui forme à long terme du coup un système intégré où tous les bénéfices en fait écologiques et économiques se renforcent mutuellement. Donc cette synergie permet non seulement une gestion plus efficace des ressources, mais également favorise un développement durable qui ne se sacrifie pas par la croissance économique au profit de la protection environnementale, car cette stratégie en fait reflète une approche beaucoup plus mature, beaucoup plus hybride, beaucoup plus réfléchie, adaptée pour répondre à ces défis écologiques qui sont multiformes, qui peuvent parfois être imprévisibles en fonction de où on se trouve. Et comme la Chine jouit en fait d'une richesse et d'une pluralité climatique et géologique différentes, cela en fait aide à long terme à soutenir ces impératifs économiques et donc à accueillir et intégrer les populations locales d'une manière beaucoup plus réfléchie et accueillante. Exactement. La qualité écologique et environnementale de la Chine s'améliore continuellement ces dernières années. Le ciel est plus bleu, l'eau plus claire et le sol plus limpide. Alors, Karim, vous avez visité la montagne Wangmangling et dans votre récent voyage à Shanxi, vous pouvez avoir peut-être une compréhension plus profonde sur les réalisations de l'édification d'une civilisation écologique en Chine. Donc, selon votre observation, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre compréhension? Merci Coco. C'était ma première fois de gravir un tel sommet. On est émerveillé par la route qui serpente la montagne jusqu'au sommet. L'homme s'est mesuré à un très grand obstacle et a su faire preuve d'une ingéniosité extraordinaire pour pouvoir tracer cette voie jusqu'au sommet de la montagne Wangmangling. On est émerveillé lorsqu'on atteint le sommet de cette montagne. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'environnement a été préservé dans toute sa dimension pour un tourisme écologique. Ce qui frappe encore de plus à première vue lorsqu'on arrive dans la province du Shanxi, c'est la verdure. Le développement vert est une priorité absolue dans la province. La plupart des villes que nous avons visitées se distinguent par leur verdure, que ce soit à Luoliang, et Xiaoyi ou Jincheng, et le développement vert est une réalité. Ce qui fait que l'été est relativement plus doux qu'ailleurs. Parlant de la civilisation écologique, on peut dire que c'est bel et bien une réalité dans la province du Shanxi. La province s'est résolument tournée vers le développement, la production des énergies renouvelables. Il y a des efforts constants qui sont mobilisés pour que l'ensemble des systèmes économiques agricoles
éducatifs de consommation et de production s'inscrivent dans une recherche du bien-être général des personnes et de la préservation de l'environnement. Donc on est tourné résolument vers une vision pour une société beaucoup plus verte, plus durable, plus inclusive et où l'homme se réconcilie à la nature. Il n'est plus question de dompter la nature, mais on travaille à en faire une alliée. Alors merci Karim, c'est un voyage impressionnant. Oui, Coco. Et le président chinois Xi Jinping a dit « Les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse ». Alors Karim, que pensez-vous sur cette phrase? Bon, je dirais que le président chinois Xi Jinping a voulu simplement rappeler la nécessité de préserver les ressources naturelles, d'autant plus qu'elles sont indispensables aux humains. Voilà, pour commenter cette phrase, je prendrai l'exemple sur le fleuve Yangtze, qui est l'objet d'une attention particulière en Chine. Lors d'un symposium sur le développement global de la ceinture économique autour du fleuve Yangtze, le président Xi avait rappelé la nécessité de protéger le développement écologique en mettant l'accent sur le développement vert et en mettant également l'accent sur l'harmonie entre l'environnement, les hommes et la ville. Donc le fleuve Yangtze fait l'objet d'une attention soutenue, comme je l'ai dit, en Chine depuis ces dernières années, et des initiatives ont été mises en œuvre pour assurer la qualité de ces eaux qui est de niveau 2. Donc, poursuivant concernant les initiatives à propos du fleuve Yangtze, il faut dire que dans le cadre de la restauration de la biodiversité le long du fleuve, la Chine a mis en œuvre une interdiction totale de la pêche dans 332 zones de conservation le long du fleuve en janvier 2021 en janvier 2020 plutôt. Cette initiative a été ensuite étendue à un moratoire de 10 ans de la pêche le long du fleuve Yangtze et de tous ses affluents à partir du 1er janvier 2021. Ce sont toutes des initiatives qui participent à la réforme écologique en Chine. Tout à fait, tout à fait. Cette expression importante clarifie en profondeur la relation entre l'environnement écologique et la productivité et regorge de valeurs et de concepts axés sur le respect de la nature et le développement harmonieux de l'homme et de la nature. Ces dernières années, ce discours est devenu progressivement de plus en plus populaire et effectivement favorisé le développement de l'édification d'une civilisation écologique. Et je suis récemment allée en Mongolie intérieure pour faire un reportage sur l'herbe à mouton. C'est une sorte d'herbe que les bovins et les ovins aiment manger. Elle présente des avantages à la fois économiques et écologiques, et est tout à fait conforme au concept que je viens de mentionner. Les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse. Il y a plus de 30 ans, l'herbe à mouton de Zhongke était à l'état sauvage, largement répartie dans notre région des Trois Nords. C'était une herbe de très bonne qualité, appréciée par les bovins et les ovins. Pour la reproduire, nous avons rencontré des difficultés avec la reproduction par graines. Après plusieurs années de recherche, nous avons découvert que la consanguinité n'allait pas et produisait peu de graines. La solution était la pollinisation croisée éloignée, qui a donné beaucoup plus de graines. Les avantages de cette herbe après sa reproduction en masse sont énormes. Premièrement, sa fonction écologique est très évidente. On peut la planter une fois et l'utiliser pendant de nombreuses années, elle est pérenne. Une fois plantée dans le sol, elle n'a pas besoin d'être replantée chaque année, évitant ainsi de soulever de la poussière par des travaux annuels de labour. Deuxièmement, elle peut également protéger contre le vent avec sa partie supérieure. Une fois étendue, ses rhizomes peuvent retenir le sol et le sable, conservant ainsi les ressources en eau et empêchant l'érosion éolienne. Elle est résistante aussi au sel et aux alcalis, au vent et au sable, surtout au froid extrême, jusqu'à moins 50 degrés sans gelée. De nombreuses cultures ont du mal à survivre à des températures de moins 50 degrés en hiver. Un de nos axes futurs est de fournir des semences pour le projet des Trois Nords. Nous proposons également des modèles de lutte contre le sable.
de traitement des terres salines et la remise en état des friches. Quand l'herbe à mouton joncre fleurit, c'est une vague d'herbe soufflée par le vent, une prairie magnifique. L'idée de développer le tourisme est donc naturelle. De plus, notre industrie du fourrage doit être traitée de manière plus soigneuse pour augmenter sa valeur ajoutée et générer plus de revenus. Actuellement, la culture de l'herbe à mouton joncre est entièrement mécanisée. Une industrie herbagère numérique et intelligente est également en train de se développer et à l'avenir, elle sera une industrie de l'herbe intelligente couvrant 1 milliard d'hectares. Tout à l'heure, vous avez tous partagé de nombreuses des réalisations dont vous avez été témoins dans la construction de la civilisation écologique en Chine. Alors, Monsieur Wu, pouvez-vous nous dire quelques mesures de conforme efficaces la Chine a mises en œuvre ces dernières années pour réaliser ces résultats? On a vraiment fait des efforts considérables en prenant justement des mesures draconiennes, efficaces, vigoureuses, quelquefois catégoriques. On a adopté une vingtaine de lois concernant la protection de l'environnement. Et ce sont des lois qui ont été vigoureusement appliquées à tous les échelons du pays. On a par exemple mis aussi en place un système de responsabilité par chaque partie d'une rivière, chaque partie d'un fleuve, chaque partie d'un lac, chaque partie d'une forêt. Ce sont des gens qui ont été désignés responsables de leur partie pour protéger l'environnement. C'est-à-dire, s'il y a un problème, ce sont des gens qui ont tout de suite poursuivi pour donner des explications. S'ils n'ont pas travaillé correctement, il y aura certainement des punitions. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, donc, chez nous, il y a des chefs de rivière, chefs de fleuves, chefs de forêt, etc., etc. Bon, ça, c'est un système qu'on ne trouve pas ailleurs, mais c'est très, très efficace. Très, très efficace. D'ailleurs, il y a quelque chose de très important, c'est que les dirigeants aux différents niveaux d'administration en Chine, c'est-à-dire les leaders, les gouverneurs, par exemple, les directeurs de certains départements provinciaux, etc., ils sont notés, lorsque ils travaillent dans un tel ou tel domaine concernant l'environnement, ils sont notés par leur effort dans le domaine de la lutte contre la pollution. Vous avez beau réaliser un PIB important dans votre province, ça ne sert à rien si, dans le domaine de protection de l'environnement, vous n'avez pas fait assez d'efforts. Du coup, à tous les niveaux administratifs de la Chine, les responsables, les gouverneurs et les autres responsables des différents niveaux d'administration sont très conscients de l'importance de protéger la nature, sinon la croissance économique ne compte pas. D'accord? Donc, chez nous, Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà, comme je l'ai dit, enraciné dans la tête des responsables de tous les niveaux, mais aussi enraciné dans la tête de toute la population. Donc, protéger l'environnement tout en assurant une croissance économique saine, propre, ça, c'est quelque chose qui est devenu l'une des plus grandes priorités au cours de notre modernisation. Ça, c'est très, très important. Je pense que ceci explique finalement les progrès, les performances, les résultats que nous avons accomplis depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années dans le domaine de la protection de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Wu. Alors, Moutir, selon vous, y a-t-il des expériences chinoises qui pourraient inspirer d'autres pays dans l'édification d'une civilisation écologique? Je pense que c'est intéressant de voir comment contrer la désertification, qui est un phénomène global et mondial, d'une manière intelligente et contemporaine. Pourquoi? Parce qu'on assimile la technologie avec une certaine tradition pseudo-agraire de replantation des arbres afin de contrer en fait cette avancée qui est néfaste à travers que ce soit
les tempêtes de sable, que ce soit le côté aridité de la chose. Et là, je pense que des régions comme le Moyen-Orient, comme les régions beaucoup plus désertiques de l'Afrique ou d'Amérique centrale pourraient s'inspirer. La Chine, pendant trop longtemps, a été caricaturée comme une machine à croissance. Peu importe la manière, on s'occupe du résultat. Aujourd'hui, c'est une machine différente qui se concentre sur la qualité plus que sur la quantité, qui se concentre plus sur le temps long, d'une manière un peu plus donc plus confucéenne, n'est-ce pas? Et surtout, de comprendre en fait que la vision qu'on parle sur 2030, 2060 ou autre, se doit d'avoir une certaine maturité. Pour avoir une maturité, il faut savoir avoir une certaine honnêteté. Pour avoir une honnêteté, il faut avoir la lucidité et l'adaptabilité de comprendre où on est au moment où on est, parce que toutes les solutions ne sont pas tout le temps adaptables au moment M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on a une politique verte qu'on doit implanter dans une région comme Henan ou bien dans une région comme Gansu, on ne va pas avoir le même système. Et c'est normal parce que les réalités de ces provinces-là sont différentes. Et donc finalement, mon point, c'est de dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un pays comme la Chine, on prend un menu à la carte. Et comme la Chine est riche de, de diversité écologique, environnementale, c'est l'un des seuls pays, pour la taille qu'elle a, qui a autant de différentes régions climatiques différentes. Et donc, qu'on est au Moyen-Orient, qu'on est en Afrique, qu'on est en Méditerranée, qu'on est dans le nord du Canada ou dans le nord de l'Europe, donc des régions beaucoup plus froides, peu importe le climat qu'on a dans le reste du monde, il y a à une certaine mesure une parallèle en Chine qu'on peut trouver. Et là, il faut regarder mes exemples que j'ai mentionnés, que ce soit Harbin, j'en voudrais en rajouter un dernier, c'est la préservation des parcs naturels en Chine. Il y a un vrai système qui est en train de se construire, un patchwork en fait de projets de parcs nationaux. Comment on a ajusté en fait la préservation de la faune et de la flore, parce qu'on fait que parler de la flore ici, on n'a pas encore parlé des animaux, ok, parce que tout va ensemble, ok. Cette préservation de la faune et de la flore en Chine est en train de prendre une nouvelle marque, une nouvelle méthode qui est différente de la méthode pseudo-occidentale, de la préservation des parcs naturels. Quand on regarde comment cela est fait, il y a une utilisation de chaque échelle et chaque couche de la société. On parle du fermier dans les terrasses de riz jusque le côté scientifique et data mining d'universités comme Tsinghua. Et du coup, on arrive à coller, à relier en fait cette chaîne de valeur entre le côté exécutif, le côté de pouvoir, que ce soit pouvoir éducationnel, pouvoir politique, pouvoir économique, et le rapport journalier, comportemental de la population locale à une région donnée. Oui, merci beaucoup Modir. Et nous avons également interviewé Madame Yu Xiang, directrice du bureau de recherche sur l'économie du changement climatique de l'Institut de recherche sur l'éco-civilisation de l'Académie des sciences sociales de Chine. Elle nous a présenté les réalisations de la Chine dans l'édification d'une civilisation écologique et sa contribution positive à la résolution des problèmes environnementaux planétaires. L'environnement écologique est un facteur important influent sur l'essor et le déclin de la civilisation humaine. L'édification d'une civilisation écologique en Chine ne consiste pas seulement à contrôler la pollution de l'environnement, mais aussi à soutenir l'élévation d'une civilisation écologique au niveau de la stratégie nationale et du développement humain durable. Cela est devenu un élément important de la gouvernance chinoise. L'importance de la civilisation écologique pour le développement économique a été expliquée dans une série de déclarations exhaustives du président chinois Xi Jinping, telles que « plus une civilisation accorde de l'importance à l'écologie, plus elle prospère. Les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse. » Ces dernières années, plusieurs régions chinoises ont transformé leurs avantages écologiques et environnementaux en avantages économiques durables, et des exemples concrets sont recensés dans bon nombre d'endroits. Tout cela indique que l'économie chinoise accélère sa transition vers un développement vert, sobre en carbone et de haute qualité. En 2023, la densité moyenne des particules fines dans les villes de l'échelon préfectoral et au-dessus à travers le pays est tombée à 30 microgrammes mètre cube. La Chine est devenue le pays dont la qualité de l'air s'améliore le plus rapidement au monde. Dans le même temps,
La Chine a également apporté une contribution significative à la résolution des problèmes environnementaux mondiaux. Par exemple, la Chine a fourni des efforts actifs pour parvenir, signer et même mettre en vigueur l'accord de Paris. Elle a pris l'initiative de donner l'exemple en promettant de plafonner ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Depuis que la Chine a proposé ces deux objectifs évoqués précédemment, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et les véhicules à énergie nouvelle se sont tous développés rapidement. La Chine continue d'augmenter ses investissements dans les industries vertes pour soutenir le développement de ces dernières. Ces expériences de développement vert et ces cas pratiques peuvent être partagées avec des pays du monde entier. Comme Madame Hu Xiang l'a si bien souligné à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, la Chine a obtenu de grands progrès dans l'édification d'une civilisation écologique et apporté les solutions et la sagesse chinoise à l'édification d'une civilisation écologique mondiale. Dans le même temps, la Chine participe activement à la coopération internationale, fournit son expérience et ses références en matière de gouvernance écologique et environnementale mondiale, apportant ainsi une contribution significative à la construction d'un monde meilleur. Monsieur Wu, comment devriez-nous comprendre le concept de travailler ensemble pour construire une civilisation écologique à l'échelle mondiale? Très bien, très bien, très bien. Bon, ben, on sait bien que voilà, aucun pays ne peut lutter contre le changement climatique seul. Voilà, parce que la pollution, le problème de pollution, le problème de changement climatique touche l'ensemble de la planète. Donc, voilà, il faut que la communauté internationale travaille ensemble. La Chine a soutenu fermement toutes les initiatives en faveur de la protection de l'environnement. Elle travaille énormément avec le reste du monde. Par exemple, elle a noué des coopérations, des partenariats avec une dizaine de pays en développement pour la coopération dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. La Chine a créé des zones pilotes de faibles émissions de gaz carbonique avec les pays partenaires. La Chine a réalisé des dizaines et des dizaines de projets pour la réduction de l'émission de gaz avec les pays partenaires. Et puis, en même temps, la Chine a essayé de former les talents des pays partenaires, des spécialistes dans la lutte contre le changement climatique. Dans le domaine, dans le cadre de la coopération ceinture et route, la Chine aussi a noué des partenariats, des pays participants à la coopération ceinture et route, des partenariats pour l'utilisation de l'énergie propre. D'ailleurs, la Chine elle-même est un grand producteur des équipements propres concernant l'utilisation de l'énergie. 50% des équipements éoliennes et 80% des produits, des équipements photovoltaïques dans le monde ont été fabriqués par la Chine et exportés dans nos pays partenaires. Vous voyez, la Chine travaille énormément dans ce domaine et nous souhaitons vivement que tous les pays du monde, main dans la main, travaillent ensemble pour protéger notre planète, pour l'avenir de nos générations futures, pour qu'eux, ils puissent vivre tranquillement sans se plaindre de notre génération qui n'avait pas fait si dans ce cas, le nécessaire pour leur laisser une planète bon à vivre. Bon, la Chine est en train de tout faire pour nos enfants, pour les générations futures avec tous nos partenaires. Oui, travailler ensemble pour construire une civilisation écologique mondiale est un monde propre et beau. C'est la quête commune du peuple chinois et des peuples du monde entier. Alors, Moudir, selon vous, comment la réforme écologique de la Chine contribuera-t-elle à la construction d'une civilisation écologique mondiale?
comment cette civilisation écologique, ce message écologique peut porter le micro de la Chine. Comment? À savoir qu'on parle d'un pays en développement, d'accord, qui est en train de devenir de plus en plus développé, de plus en plus mature. La majorité du monde est en développement, pas déjà développé. Moins de 20% du monde est développé, n'est-ce pas? Et donc, si on parle de développement, il est très important de comprendre en fait les codes et la couleur de développement à la chinoise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de proximité en fait de modèles de développement économique venant de la Chine par rapport aux autres pays déjà développés. Pourquoi? Parce que le monde de demain, en fait, ne peut que se développer en fonction des nouveaux codes. Et les nouveaux codes, qu'on parle soit de la considération écologique à travers le soutien technologique de la génération 4.0, donc on parle d'intelligence artificielle, de 5G ou autres, toutes ces technologies qui continuent à se développer rentrent en fait, s'inscrivent dans un nouveau développement. Et donc, si on parle de nouveau développement, et donc, comme la technologie vient souvent de la Chine, on a une synergie ici. Cette synergie, il y a quelques pays dans le monde qui ont été capables d'atteindre ce niveau. Si on part de la Chine, encore une fois, toutes les énergies renouvelables, toutes les énergies vertes, la chaîne de valeur, le blockchain en fait systémique est plus à 90% en Chine pour tout ce qui est photovoltaïque, donc les solar panels, les panneaux solaires, ou alors tout ce qui est les turbines en fait éoliennes, on a plus de 80-85% en fait de tout cela est manufacturé en Chine, et donc cela veut dire que la Chine est incontournable. Maintenant, comment transférer cela d'une manière beaucoup plus globalisée et mondiale, d'accord? Donc, moi, je pense que tout doit être fait faire échelle par échelle. Si on regarde aux pays en développement, soit en Afrique, soit en Asie du Sud-Est, soit en Amérique latine, il y a de plus en plus d'investissements en fait liés à ces énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle économie de marché. Si on parle d'une nouvelle économie de marché, on parle d'une nouvelle économie intellectuelle. Toutes les universités aujourd'hui dans ces pays en développement sont en train de se fixer sur quoi? La technologie, l'informatique, tout ce qui est en rapport à la gestion de l'environnement, ok, et bien entendu le transfert de la société vers un modèle beaucoup plus intégrateur. Là, le modèle qui marche aujourd'hui dans ces régions-là reste un modèle chinois. Et je pense que quand on parle de civilisation écologique, il est intéressant de tout prendre en considération. Merci beaucoup, Motir. Alors, Karim, qu'en pensez-vous? Je pense que la Chine a fait l'option d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2060 et y travaille de façon inlassable. Donc, il est question de travailler à recréer l'harmonie entre les composantes de la communauté terrestre parce qu'il y va de la survie de l'avenir de l'humanité. Donc, en termes de développement vert, la Chine fait figure de pionnière, notamment à travers les villes vertes, la production d'énergie renouvelable et la protection de la biodiversité. L'expérience de la Chine en matière de développement vert a quelque chose de global, parce que ce qui est le global et le local sont imbriqués. Ça veut dire quoi? L'expérience de la Chine dans les domaines de la protection de l'environnement peuvent servir d'exemple ailleurs, comme l'Afrique ou d'autre part sur la planète. Ça veut dire que la réforme de la civilisation écologique a une dimension globalisante. C'est-à-dire quoi? Que toutes les parties du monde peuvent travailler dans un esprit de partage d'expériences. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'herbe à mouton, Jonke ou l'Emus chinensis. En prenant le cas de l'Afrique, on peut dire que cette expérience peut être bien implémentée en Afrique parce que l'Afrique fait face également à un problème de désertification et de dégradation des sols. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que l'Afrique est une terre d'agriculture et d'élevage. Ça veut dire que l'herbe à mouton Jonke dispose de plusieurs vertus, non seulement qui peut servir non seulement à lutter contre l'avancée du désert, à réhabiliter les sols dégradés et à nourrir le bétail. C'est pour dire que cette expérience de l'herbe à mouton développée par le professeur Liu et Gongche peut être aussi
initiée en Afrique par des chercheurs africains dans le souci de participer à la réforme de la civilisation écologique. Je pense que c'est un problème qui est global. La protection de l'environnement, le développement vert est embrassé par toutes les communautés terrestres et l'expérience que la Chine a pu mettre en œuvre ces dernières années peuvent servir véritablement à construire ce même idéal de construction, de réforme de la civilisation écologique ailleurs. Oui, merci beaucoup Karim. Merci. Alors, Madame Yu Xiang a également partagé son point de vue. Écoutons ensemble. L'humanité n'a qu'une seule terre commune et l'édification d'une civilisation écologique est une mesure importante pour le monde. L'édification de la civilisation écologique de la Chine utilise des concepts avancés et des actions positives pour interpréter le concept mondial de développement durable. Au fil des années, la Chine a participé activement à la gouvernance environnementale mondiale. Elle a mis en œuvre les conventions internationales sur l'environnement, soutenu la coopération Sud-Sud, partagé ses expériences en matière de développement et de protection, et encouragé les technologies vertes et les produits verts de la Chine à se mondialiser. L'édification d'une civilisation écologique deviendra un nouveau modèle et une nouvelle voie pour le développement de qualité du pays. L'édification d'une civilisation écologique est liée à l'avenir de l'humanité et construire un foyer vert est le rêve commun de l'humanité. À l'avenir, la Chine continuera à travailler avec les autres pays du monde pour répondre aux risques et défis écologiques et environnementaux, renforcer la gouvernance coordonnée et travailler ensemble pour construire une belle planète. Alors c'est tout pour notre programme aujourd'hui. Merci à vous tous. À la prochaine.